Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui on va parler d'automates, aussi appelé automate fini, automate à état fini, et d'expression rationnelle. Donc on va introduire un certain nombre de concepts dans ce cours qui vont être utilisés dans le cours suivant pour regarder ce qu'on peut faire en algorithmique de texte, c'est-à-dire la partie de l'algorithmique qui s'intéresse à traiter des données qui sont du texte, des données au format texte. Et donc pour ça on a besoin d'un certain nombre de concepts importants et ça va être une introduction pour nous à un domaine qui s'appelle la théorie des langages ou la théorie des automates, donc avec les notions d'automates, d'expression rationnelle. Alors, donc on a besoin d'un certain nombre de définitions. On va commencer par introduire ce qu'on appelle un automate déterministe. Donc un automate déterministe, alors, on appelle ça souvent un automate fini déterministe, mais on n'indique pas toujours la précision finie. Donc parfois, du coup, on abrévie ce terme en AFD. Un automate fini déterministe est décrit par 4 éléments. Alors, avant de donner ces 4 éléments, on va se fixer une fois pour toutes dans ce cours quelque chose qu'on appelle un alphabet. On se fixe un alphabet. Et un alphabet, c'est quoi? Alors, je vais l'appeler sigma, par exemple. Un alphabet sigma, qui est un ensemble fini. Pardon. L'alphabet sigma, un ensemble fini. Et les éléments de l'alphabet, on les appelle des symboles. Donc juste un exemple, c'est par exemple, on va prendre sigma avec 2 symboles, le symbole petit a et le symbole petit b. C'est juste un exemple, mais ce qui est important, c'est que pour tous les concepts que j'introduis aujourd'hui, que ce soit le concept d'automate, d'expression rationnelle, etc., ils fonctionnent toujours pour un alphabet fixé, déterminé. Donc il faut, avant de pouvoir parler d'automate, avant de pouvoir parler d'expression rationnelle, il faut qu'on ait décrit quel était l'alphabet dans lequel on travaillait. Ici, par exemple, dans la plupart des exemples, je prendrai comme alphabet l'alphabet formé juste des symboles A et B de 2 symboles. Donc un automate fini déterministe, une fois l'alphabet fixé, est décrit par un ensemble fini, qu'on note en général grand Q, et les éléments de cet ensemble fini, on les appelle des états. Donc les états, c'est juste le nom qu'on donne aux éléments de grand Q. C'est des éléments un peu abstraits qu'on appelle des états. Et alors, le terme fini, là, on a vu que l'alphabet était fini, que l'ensemble d'états était fini. La raison pour laquelle on appelle ça un automate fini déterministe, c'est qu'on a un ensemble fini d'états. Il y a en informatique théorique une étude des automates infinis dans lequel on n'a pas nécessairement un ensemble fini d'états. Là, on se restreint au cas simple où on a un ensemble fini d'états. On a un ensemble fini d'états. On a un état particulier, un état initial, on va l'appeler, qui est juste un élément de grand Q, qu'on note en général petit q0. Et donc, on distingue juste un des éléments de grand Q. En particulier, ça a comme conséquence le fait que grand Q ne peut pas être vide, il y a forcément au moins un élément dans grand Q. Bien, on distingue un sous-ensemble qu'on note en général grand F de grand Q, donc c'est un sous-ensemble, éventuellement ça peut être tout grand Q, en général c'est un sous-ensemble strict, d'états qu'on appelle des états finales.
Alors juste un point bizarre de français, l'adjectif final en français a deux pluriels. On peut dire des états finals ou on peut dire des états finaux. Les deux sont corrects. Là, j'utilise simplement final. Et la dernière chose qu'on se donne dans un automate, c'est une fonction de transition. Qu'on note en général petit delta. Et cette fonction de transition, elle prend en entrée un état et un symbole de l'alphabet. Donc le domaine de cette fonction, c'est le produit cartésien de Q et de sigma. Et elle renvoie en sortie vers un état. Q croix sigma dans Q. On peut distinguer les cas où cette fonction est une fonction totale ou elle n'est pas une fonction totale. Peu importe, on ne va pas avoir de problème ensuite dans les définitions. Vous pouvez considérer soit que cette fonction est totale, que pour toutes les paires états symbole, on a une image par cette fonction, soit que cette fonction n'est pas définie pour certaines paires états. Ça va être assez clair ce qui se passe dans ces cas-là, c'est pas un problème. Bien, donc un automate fini déterministe, c'est décrit par quatre choses: un ensemble fini d'états, un état initial, un sous-ensemble d'état final et une fonction de transition. Alors, pour nous aider à visualiser ce qu'est un automate fini déterministe, on a une représentation graphique d'un automate déterministe dans laquelle les états, on va les représenter par des petits cercles avec le numéro d'état, avec quelque chose à l'intérieur qui permet de nommer les états. L'état initial, on va le représenter par un cercle représentant l'état et puis une petite flèche qui arrive dans ce cercle. Les états finals, on va le représenter par un cercle représentant l'état et puis une petite flèche qui sort de cet état mais qui pointe sur rien. Éventuellement, vous pouvez trouver parfois une autre représentation où les états finaux, on le représente par un état avec un double cercle. Je vais utiliser la première représentation. Et puis les transitions. Donc une transition, un élément de la fonction de transition, c'est quelque chose qui prend en entrée un état et un symbole et donne en sortie un autre état. Et on va représenter ça comme une flèche entre deux états avec la flèche qui est étiquetée par le symbole. Donc ça, c'est ce qu'on aurait par exemple si j'ai delta de Q1, A est égal à Q2. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on se donne un automate, on va plutôt se donner cet automate sous la forme de représentation graphique, parce que ça va être beaucoup plus facile à comprendre, à visualiser, à interpréter. Mais par derrière, il faut juste être conscient que cette représentation graphique, ce n'est rien d'autre que un ensemble d'états, un état initial, un ensemble d'états final et une fonction de transition. Alors, on va prendre un exemple. Et on va se donner un automate. Alors, pour l'exemple, je vais donner de manière extensive la définition de Q, Q0, F et delta. Et ensuite, la représentation graphique. Après, dans tous les exemples que je prendrai, on donnera juste la représentation graphique. Donc, je vais prendre un automate à 4 états, que je vais appeler 0, 1, 2, 3. Bon. Je vais prendre Q0, ça va être 0, ça va être mon premier état. Je vais prendre l'état final, les états finaux, je vais dire que c'est par exemple 2 et 3. Et puis je vais me donner une fonction de transition. Alors je suis toujours sur l'alphabet AB, donc ma fonction de transition, elle doit me dire, je suis dans l'état 0, dans l'état 1, dans l'état 2, dans l'état 3. J'ai le symbole A ou j'ai le symbole B.
dans quel état je vais. Bon bah allons-y, on va dire que quand pour 0A ça va être 0, pour 0B ça va être 1, pour 1A ça va être 0, pour 1B ça va être 2, pour 2A ça va être 3, pour 2B ça va être 3, et pour 3A ça va être 0, et pour 3B ça va être 1. Donc ça me définit donc ça, j'appelle ça delta, ma fonction de transition. Ça me définit, et ici j'ai fait une définition totale, j'ai donné toutes les cases, si on veut, de la fonction de transition. Ça me définit un automate que je peux représenter de manière graphique, donc avec 4 états, avec comme état initial l'état 0, donc je mets une flèche qui arrive vers 0, avec rien sur la flèche. Avec comme état final 2 et 3, donc je mets des flèches qui partent de 2 et de 3. Et puis, je vais représenter mes transitions. Alors, j'ai une transition de 0 vers 0 étiquetée par A. Donc, je vais représenter comme une flèche qui va de 0 à 0 étiquetée par A. De 0 vers 1 étiquetée par B. Voilà. De 1 vers 0 étiqueté par A. De 1 vers 2 étiqueté par B. De 2 vers 3 étiqueté par A et de 2 vers 3 étiqueté par B. Alors je pourrais faire deux flèches, une avec A, une avec B. Je vais juste ici, pour simplifier, faire une seule flèche où j'écris A, B. Ça c'est juste une, si on veut, du sucre syntaxique, une simplification d'écriture pour deux flèches qui vont de 2 vers 3, l'une étiquetée par A, l'autre étiquetée par B. Et puis, à partir de 3, j'ai une flèche qui va vers 0 étiquetée par A. Et j'ai une flèche qui va vers 1 étiquetée par B. Voilà. Donc là, on a un automate relativement simple, donc on arrive à le dessiner de manière assez claire. Bon, parfois, si on n'a pas de chance, si on a un automate un peu plus complexe, on va avoir des flèches qui se recoupent, par exemple. Il faut juste essayer d'être le plus clair possible dans le dessin de l'automate pour que les transitions soient non ambiguës. Donc, maintenant, à partir de maintenant, quand on parlera d'un automate, on aura juste cette représentation graphique, et on voit qu'à partir de cette représentation graphique, bien, pour retrouver l'ensemble des états, bah, c'est juste l'ensemble de tous les cercles qu'on a dans l'automate, avec éventuellement un nom pour chacun des états. L'état initial, c'est le seul état qui a une flèche entrante étiquetée par rien. Les états finaux, ce sont les états qui ont une flèche sortante étiquetée par rien. Et puis les transitions, on a une transition de l'état Q1 vers l'état Q2 étiquetée par un symbole alpha, si on a une flèche de Q1 vers Q2 avec alpha comme étiquette. Bien. Alors, à quoi ça va servir les automates? Eh bien, ça va servir à définir des ensembles de mots acceptés. Alors déjà, on va décrire ce qu'est un mot. Un mot. U sur l'alphabet AB, sur l'alphabet sigma, pardon. Ça va être une suite finie de symboles de sigma. Et donc on va l'écrire U est égal à U0 UN-1 avec, pour tout i appartenant, entre 0 et n-1, UI qui est un symbole de sigma. Bon, la longueur d'un mot, un petit peu de vocabulaire, la longueur d'un mot U, qu'on va noter U entre barres, comme on note la valeur absolue, mais là ça aura un autre sens, et le nombre de symboles n de U.
Bien. Et enfin, on note par sigma étoile l'ensemble de tous les mots sur sigma. Donc dans cette définition, trois choses importantes: ce qu'est un mot, ce qu'est la longueur d'un mot, et ce qu'est sigma étoile, qui est juste l'ensemble de tous les mots qu'on peut former sur un alphabet donné. Donc un mot, c'est, si vous voulez, c'est en programmation ce qu'on appellerait une chaîne de caractères, où chacun des caractères est un symbole de l'alphabet. Donc c'est juste une séquence, une suite finie de symboles qui sont tous des symboles de l'alphabet. Et donc les automates vont servir à décrire des ensembles de mots. Alors plus précisément, on dit qu'un automate fini déterministe, Q, Q0, F, delta, un automate fini déterministe accepte un mot U sur sigma. Donc le sigma, l'alphabet, doit être le même pour l'automate et pour le mot. Ici, j'ai supposé que je me suis fixé un alphabet une fois pour toutes. Donc à chaque fois que je parle d'un automate ou d'un mot, ce sera toujours sur le même alphabet. On dit qu'un automate fini déterministe accepte un mot U appartenant à un sigma étoile s'il existe une suite finie d'états Q0, Q, U moins 1, donc longueur de U moins 1. Donc il existe autant, dans cette suite finie, autant d'états qu'il n'existe de symboles dans le mot, tel que, déjà, je l'ai appelé Q0, Q0 c'est le même Q0 qu'ici, donc je ne vais pas le repréciser, mais c'est vraiment le même, hein. C'est le Q0 au début de ma suite finie d'états, c'est le même. Ensuite, pour tout i entre 0 et longueur de U moins 2, on a delta de QI et de UI qui nous donne QI plus 1. C'est-à-dire que si on a la séquence d'état Q0, Q1, Q2, eh bien, il y a une transition de Q0 à Q1 qui est étiquetée par la première lettre du mot, U0. Il y a une transition de Q1 vers Q2 qui est étiquetée par la deuxième lettre du mot, U1, etc. etc. Voilà, et QU-1, le dernier état de la séquence, doit être un état final. Donc une suite finie d'états, donc c'est des états de Q, hein, évidemment, c'est ça ce que j'appelle des états. Donc un automate fini déterministe accepte un mot s'il existe une suite finie d'états, Q0, QU, moins 1, etc. Et on dit qu'un automate fini déterministe accepte l'ensemble de mots que je vais appeler L, qui est un ensemble sigma étoile, s'il accepte exactement tous les mots de L, donc s'il accepte tous les mots de L. Et implicitement, quand on dit qu'un automate fini déterministe accepte un ensemble de mots, on indique implicitement qu'il n'accepte que les mots de L.
et n'accepte pas n'accepte pas les mots U appartenant pas à elle. Donc on dit qu'un automate fini déterminite accepte un ensemble de mots, et en fait un ensemble de mots, c'est un autre nom en théorie des langages, ça s'appelle un langage simplement. Donc un langage, c'est juste un synonyme pour un ensemble de mots. Plus exactement, un ensemble fini de mots. Non, pas forcément un ensemble fini. Pardon, je reprends. Un langage, c'est un ensemble de mots arbitraires, pas nécessairement fini. Donc, on dit qu'un automate fini déterministe accepte un langage s'il accepte tous les mots de ce langage, il accepte uniquement les mots de ce langage, et un langage, c'est juste un ensemble de mots. Alors, on va reprendre ici, et on va regarder sur cet exemple-là, que je vais copier, on va regarder des exemples de mots qui sont acceptés, et on va essayer de déterminer quel est le langage accepté par cet automate. Donc, exemple. Pardon. Alors, et je vais introduire une notation supplémentaire qui va nous simplifier la vie. On note grand L de A, le langage accepté par l'automate grand A. Donc ça, je prends comme exemple cet automate que j'appelle grand A, que j'appelle grand A0 pour lui donner un nom un peu unique. Et je veux décrire quels sont les mots acceptés par l'automate, donc les mots qui sont dans le langage accepté par l'automate, et quels sont les mots qui n'y sont pas. Alors on va regarder un mot, par exemple. Je vais prendre le mot A, B, B. Alors je prétends que ABB, ça appartient, que ABB, ça appartient au langage de l'automate. Alors pourquoi est-ce que ABB appartient au langage de l'automate? Eh bien, il existe une séquence de symboles, car la séquence 0, 1, 2 satisfait les conditions d'acceptance. En effet, 0, c'est bien l'état initial de l'automate. 2, c'est bien un état final de l'automate. Et ensuite, il existe une transition... pardon, c'est pas 0, 1, 2, c'est 0, 0, 1, 2. Donc c'est 0, 0... Je vais juste réécrire ça plus proprement. C'est 0, 0, 1, 2. Et il existe une transition de 0 à 0 étiquetée par A, de 0 à 1 étiquetée par B, et de 1 à 2 étiquetée par B. Et donc ça satisfait les conditions d'acceptation. Bien. Donc parfait. Alors, essayons de voir un mot qui n'appartient pas au langage. Si je prends le mot A, c'est un mot qui n'appartient pas au langage. Parce que si je regarde la seule séquence d'états correspondante, c'est je pars de 0, je vais vers 0. Donc 0, 0 est la séquence d'états correspondant aux transitions. Et 0 n'est pas un état final.
Donc on a certains mots qui appartiennent au langage de l'automate, d'autres qui n'appartiennent pas. Alors je vais introduire, je vais revenir à la définition d'un mot, et je vais introduire juste une notation pour le mot qui n'a aucun symbole. On note epsilon, le mot vide, c'est-à-dire l'unique mot tel que la longueur d'epsilon égale 0. Donc quand je dis qu'on a une séquence de symboles, en particulier on peut avoir la séquence vide avec aucun symbole, et donc c'est un cas particulier, le mot vide, et je le note juste epsilon, le mot vide. Bon epsilon, pareil, n'appartient pas au langage de l'automate, car la séquence d'état correspondante c'est juste le singleton état 0, et 0 n'est pas un état final. Et donc je peux prendre n'importe quel mot, n'importe quelle séquence finie de symboles, et je peux regarder si c'est un mot de l'alphabet. Alors allons-y, je prends un mot arbitraire, A, B, A, B, B, A, B, A. Bon allons-y, je vais garder, je pars de l'état 0, avec A je reste en 0, avec B je vais en 1, avec A je vais en B, avec B je vais en 3, non pardon, je me suis trompé quelque part, donc je reprends, je pars de 0, avec A je vais en 0, avec B je vais en 1, avec A je reviens en 0, avec B je vais en 1, avec B je vais en 2, avec A je vais en 3, avec B je vais en 1, et avec A je vais en 0. Donc ce mot-là, si je suis les transitions, j'arrive en 0, 0 n'est pas un état final, et donc ce mot n'appartient pas au langage de l'automate. Reprenons un autre mot, si je prends le mot A, B, B, A, B, 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 eh bien celui-là, je pars de 0, avec A je vais en 0, avec B je vais en 1, avec B je vais en 2, avec A je vais en 3, avec B je vais en 1, avec B je vais en 2, avec B je vais en 3. Ce mot, j'arrive en 3 qui est un état final, il appartient au langage de l'automate. Et donc pour n'importe quel mot, juste en regardant mon automate en fait, et en suivant les transitions, je peux déterminer si le mot est ou non accepté par l'automate. Bien. Alors, parlons un petit peu de complexité. Donc si je me fixe un automate grand A, représenté sous la forme d'une certaine structure de données. Alors j'ai quoi dans un automate? J'ai un ensemble d'états. Je peux par exemple les coder par les entiers de 0 à nombre d'états moins 1. J'ai un état initial, je peux m'arranger pour renuméroter mes états pour que l'état initial soit 0. J'ai un état final, ça c'est un ensemble d'états. On a vu des structures de données qui permettent de stocker un ensemble d'états. Par exemple, une table de hachage, ça permet de stocker efficacement un ensemble d'états. Mais il y a d'autres structures de données qui permettent de faire ça. Enfin, j'ai besoin d'une fonction de transition. Donc pour chacun des états, j'ai besoin de stocker que pour ce symbole-là et cette transition-là, je vais dans tel état. Donc j'ai besoin d'une représentation informatique efficace pour tout ça.
Alors, on verra en TP comment on pourra représenter un tel automate. En pratique, on va réussir à représenter un automate avec une structure de données dans lequel essentiellement toutes les opérations qu'on a envie de faire, c'est-à-dire déterminer si un état initial, déterminer si un état est final, savoir quelle est la fonction de transition qui permet quel est le résultat de l'application de la fonction de transition à une paire état et symbole. Donc étant donné un automate A représenté efficacement, donc là je ne vais pas les donner des détails, on verra des détails de représentation en TP, mais on peut s'arranger pour grand O de 1 pour accès à l'état initial, déterminer si un état est final, donc pour accès à l'état initial, détermination si un état est final, et aussi grand O de 1 pour suivre les transitions, obtention du résultat de la fonction de transition. Et c'est pas très compliqué de construire une structure de données qui permet de faire ça. Donc si on a un automate qui est représenté de manière efficace et un mot U, eh bien déterminer si U appartient au langage de l'automate, ça peut se faire en un temps qui est proportionnel à la longueur du mot. Comment on fait? Eh bien, on accède à l'état initial, et donc ça on a dit que c'est un grand O de 1. À partir de l'état initial, on détermine la transition à suivre pour le premier symbole du mot, et ça on a dit que c'est un grand O de 1. On arrive à un deuxième état, on répète sur le deuxième état avec le deuxième symbole du mot, etc. Et quand on arrive à la fin du mot, on détermine en grand O de 1 si le mot est, si l'état est final, et donc ça nous donne si le mot est accepté par l'automate. Donc une chose très importante pour les automates, c'est qu'une fois qu'on a construit un automate d'une manière ou d'une autre, on verra des manières d'obtenir un automate, déterminer si un mot appartient au langage de l'automate, c'est quelque chose qu'on peut faire très efficacement. On peut le faire en temps linéaire, en la taille du mot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer mieux, puisqu'il faut de toute façon que n'importe quel algorithme qui regarde le mot parcourt linéairement tous les caractères du mot, et donc ce sera linéaire en la taille du mot également. Bien. Donc, on a quelque chose de très intéressant ici, c'est que si on arrive à obtenir des automates qui décrivent des langages intéressants, qui décrivent des ensembles de mots intéressants, eh bien on va pouvoir déterminer de manière très efficace si n'importe quel mot appartient à ce langage. Bon. Parfait, donc ça c'est les bases des automates déterministes. Alors maintenant, on va avoir besoin d'introduire un autre type d'automate, parce que de la manière dont on va construire les automates, on va avoir besoin d'un peu plus de fonctionnalités que ce que nous permettent de faire les automates finis déterministes. Donc je vais copier la définition d'un automate fini déterministe, et on va définir un autre type d'automate qui est un tout petit peu différent des automates finis déterministes. Alors allons-y, je copie ça, j'efface ce qui est en trop. Et donc maintenant, je vais parler d'automates finis, mais qui vont plus être des automates déterministes, qui va être un automate fini non déterministe, et en fait non déterministe à transition spontanée. Donc j'aurais pu parler d'automate non déterministe simple. Là j'introduis une notion d'automate non déterministe à transition spontanée.
Et de même que j'avais un raccourci qui était d'appeler AFD, un automate fini déterministe, là je vais appeler un automate fini non déterministe, un transition spontanée, je vais appeler un epsilon AFND. Le epsilon va représenter les transitions spontanées, on va expliquer ça. Donc un automate fini non déterministe à transition spontanée est décrit par quoi? Même chose à l'ensemble fini d'états, ça ne change rien. On a exactement la même chose, on a un ensemble fini d'états. Ensuite, alors on n'a pas un état initial dans les cas des automates non déterministes, on a un ensemble d'états initiaux. Donc c'est un ensemble grand I, qui est un sous-ensemble de Q, non vide, sinon c'est pas très intéressant. On pourrait le laisser vide, mais dans ce cas-là, la définition serait... Bon, laissons-le vide, on n'a pas besoin d'imposer que ce soit... Mais c'est juste que c'est pas très intéressant si l'ensemble est vide. Donc un ensemble non vide d'états qu'on appelle états initiaux. Donc on peut avoir plusieurs états initiaux dans un automate non déterministe. Un sous-ensemble F d'état final, là il n'y a rien qui ne change. Et maintenant on n'a plus une fonction de transition, mais on a une relation de transition. Traditionnellement, on la note pas petit delta, on la note grand delta. Et ça va plus être une fonction, donc. Ça va être une relation, et ça va être une relation qui est un sous-ensemble de Q croix sigma croix Q. Alors ça veut dire quoi une relation qui est un sous-ensemble de Q croix sigma croix Q? C'est-à-dire qu'on va se donner des triplés état, symbole, état. Mais sans aucune hypothèse que ces triplés définissent une fonction. Et donc en particulier, on n'a pas d'hypothèse que pour tout état et symbole, on a un unique état résultant. Alors une relation de transition, donc je l'écris comme delta qui est un sous-ensemble de Q croix sigma croix Q. On peut aussi l'avoir, si on préfère, comme une fonction de transition, mais cette fois, c'est une fonction partielle, on ne va pas imposer qu'elle est totale, une fonction de transition qui va être delta, qui va prendre une paire Q croix sigma éventuellement, et qui va renvoyer un ensemble d'états. Donc ça c'est la même chose, hein, c'est juste deux représentations différentes. Soit on voit ça de manière plate en disant qu'on a un ensemble de triplés Q croix sigma croix Q, soit on groupe par les paires état symbole, ça va rien changer. Donc prenons un exemple, ça va clarifier ça. Eh bien je vais prendre Q qui est 0, 1, 2, 3. Je vais prendre grand I qui est, bon, par exemple, là je peux juste faire, je sais pas moi, je vais mettre 0, 1. F, je vais mettre 1, 2. Peu importe. Et delta, donc delta, je veux le représenter comme des triplés état, paire, symbole, état. Bah, donc je vais faire des choses comme, donc delta, je vais mettre des choses comme 0, A, 1, 0, A, 3, 1, A, 4, 2, B, 3, etc. etc. Là, je mets que ceci. Et donc ça, j'ai dit qu'on le voyait comme une relation. Si je veux le voir comme une fonction, bah, je peux le voir comme une fonction où cette même relation, je peux l'avoir comme une fonction avec ici les états 0, 1, 2, 3, avec ici A, B. Et ma fonction, bah, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me dit que, je n'ai pas besoin de ça, elle me dit que 0A, bah, j'ai 1 et 3, j'ai un ensemble d'états, 0B, j'ai rien, 1A, j'ai 4, le singleton 4, 1B, j'ai rien, 2A, j'ai rien, 2B, j'ai le singleton 3, 3A, j'ai rien, et 3B, j'ai rien.
Donc ça, c'est juste deux représentations de la même chose. Hein. À droite, je le mets sous la forme d'une fonction. Donc pour chaque état et symbole, j'indique un ensemble d'états possibles. À gauche, je le mets sous la forme d'une relation. Mais il n'y a pas de différence. Bon ben, de la même manière, je vais pouvoir avoir une représentation graphique. Et en fait, la représentation graphique, je n'ai rien besoin de modifier à ce que j'avais comme représentation graphique d'un automate fini déterministe. Pareil que pour les AFD. Et donc allons-y, je me donne mes trois états. Je représente les états initiaux, ici j'ai 0 et 1. Je représente les états finaux, ici j'ai 2 et 3. Et je représente des transitions, donc j'ai une transition de 0 à 1 étiquetée par 1, j'ai une transition de 0 à 3 étiquetée par 1, j'ai une transition de 1 à... ah oui, non, j'ai mis 4, mais j'ai pas d'état 4, excusez-moi. Donc j'ai changé ça en un 2, ce serait plus logique. Voilà. Donc de 1 à 2 étiqueté par A, de 2 à B étiqueté par 3, de 2 à 3 étiqueté par B, pardon, et puis je n'ai rien d'autre, donc je m'arrête là. Alors attendez, je me suis planté, c'est pas 3 qui est final, c'est 1 et 2 qui sont finales, donc c'est 1 et 2 sur lesquels il y a des flèches qui partent. Voilà, donc là j'ai représenté les états initiaux qui sont 0 et 1 par des flèches entrantes, les états finaux qui sont 1 et 2 par des flèches sortantes, et puis les transitions. Il se trouve que ici je n'ai que 4 transitions dans la représentation de transition. Et donc la différence par rapport à un automate fini déterministe, c'est que je n'ai... la différence par rapport à un automate fini déterministe, c'est que je n'ai... j'ai plusieurs états possibles qui sont des états initiaux, donc plusieurs flèches entrantes possibles, et je peux avoir plusieurs flèches étiquetées par le même symbole qui partent du même état. Bien. Donc ça, c'est un automate fini non déterministe. Maintenant, je voulais introduire un automate fini non déterministe avec transition spontanée. Pour l'instant, je n'ai pas introduit les transitions spontanées. Donc il faut encore que je modifie un petit peu la définition pour autoriser les transitions spontanées. Comment je fais faire ça? Eh bien, je vais juste, au lieu d'avoir sigma ici dans la relation à la fonction de transition, je vais remplacer par sigma union singleton epsilon. Sigma union singleton epsilon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir des transitions qui sont étiquetés par epsilon au lieu d'être étiquetés par les symboles de l'alphabet. Donc là, par exemple, je vais mettre transition 1, epsilon, 0. Je vais le représenter sur la représentation graphique par des flèches étiquetées par epsilon. Et puis, je vais l'ajouter dans ma table de ma fonction de transition, comme ici, j'ai une transition de... Pardon, je me plante. Une transition de 1 à epsilon vers... une transition de 1 à 0 étiquetée par epsilon, et ici j'ai pas de cas correspondant. Donc voilà ce qu'est un automate fini non déterministe à transition spontanée. C'est la même chose qu'un automate fini déterministe, sauf que on peut avoir plusieurs états initiaux. Bon. On peut avoir plusieurs transitions du même état étiqueté par le même symbole, depuis le même état étiqueté par le même symbole, et on peut avoir aussi des transitions étiquetées par epsilon, qu'on appelle les transitions spontanées. Bon, donc ça c'est la définition syntaxique de ce qu'est un automate fini non déterministe. Maintenant il faut que je passe à la définition de la sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le langage accepté par un automate qu'est-ce que c'est qu'un mot accepté par un automate non déterministe à transition spontanée, qu'est-ce que c'est que le langage, etc. Donc je vais reprendre la définition du mot accepté par un automate déterministe, et puis je vais voir ce qu'il faut que je modifie pour avoir une définition qui marche pour les automates non déterministes à transition spontanée.
Alors, donc, on dit qu'un automate fini déterministe accepte un mot U s'il existe une suite finie d'état appartenant à Q, Q0, QU-1, tel que. Bon. Alors, il faut que je modifie déjà, je veux que ce soit un automate fini non déterministe à transition spontanée, et donc il a un I et il a un grand delta. Donc on dit qu'il accepte un mot U s'il existe une suite finie d'états telle que, bon alors je vais prendre la même chose, une suite finie d'états étiquetée par Q0 à QU-1, bon. Mais là il va falloir que je modifie un petit peu mes conditions. Donc ça va plus être vrai. Et puis je vais avoir besoin d'une condition supplémentaire pour les états initiaux. Donc la condition initiale, c'est Q0, ça doit être un état initial. Bon, bah, voilà, Q0, c'est un état initial. QU-1, ça doit être un état final, très bien. Et pour tous les I entre 0 et U-2, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Eh bien, ce quelque chose, c'est il faut que de QI à QI plus 1, j'ai une séquence de transition qui est dans delta avec autant d'epsilon de transition que je veux et à un moment donné une transition étiquetée par UI. Et donc tout ça, ça doit être dans delta. Donc pour tout 0 i machin, il faut qu'il existe une séquence d'état, donc qui va de QI à QI plus 1 et entre les une séquence finie évidemment. D'état, QI à QI plus 1 et entre deux, je peux avoir ce que je veux. Je peux avoir, donc je vais appeler ça Q'0, Q'K. Avec, alors, je vais écrire ça différemment pour que ce soit plus simple à écrire la condition. Donc il existe une séquence finie d'état que je vais appeler Q'0 à Q'K. Avec Q'0, c'est QI. Q'K, c'est QI plus 1. On a QI, QJ, Q'J plus 1. Je vais me débrouiller. Pour tout au J. Pour tout J. Si il existe un symbole alpha qui est soit UI, soit epsilon, tel que Q'J alpha Q'J plus 1, ça appartient à delta, et UI n'apparaît qu'une seule fois. Il apparaît une et une seule fois. Bon, alors là, c'est la définition formelle, mais la définition informelle, elle est très simple. C'est-à-dire que pour aller de QI à QI plus 1, il existe une séquence d'états intermédiaires et il y a des transitions avec ces séquences d'états intermédiaires qui, avec autant de transitions spontanées d'epsilon de transition que je veux, et par contre, à un moment donné, il faut qu'il y ait une transition étiquetée par le symbole UI. Alors, on va voir des exemples de ce que ça veut dire. Donc, je vais copier mon automate et on va voir des exemples de mots acceptés par cet automate non déterministe à transition spontanée.
Alors, il faut que je trouve des exemples qui marchent bien. Ok. Alors, prenons déjà epsilon. Epsilon, il n'appartient pas au langage de l'automate. Pardon, epsilon, il appartient au langage de l'automate, justement. Pourquoi? Parce que je peux commencer dans l'état 1, qui est un état initial, donc j'ai le droit de commencer dans l'état 1. J'ai aucune transition, je pourrais faire une transition vers l'état 0, mais je peux ne pas la prendre aussi. Et j'arrive dans l'état 1, qui est un état final. Donc ça me montre que donc j'ai un état qui est à la fois initial et final. Je peux partir de cet état, ne suivre aucune transition, y rester, je suis final, donc j'ai fini. Maintenant, prenons un autre exemple et prenons le mot AAA. Alors AAA, eh bien, je peux partir de 0. Avec A, je peux aller en 1. Avec A, je peux aller en 2. Et là, si j'essaie d'appliquer A, rien ne se passe. Donc là, j'ai l'impression qu'en faisant ce chemin-là, je n'obtiens pas un chemin possible dans l'automate. Et donc, je vais dire que le mot n'est pas accepté. Mais il existe d'autres chemins possibles, puisque je suis dans un cadre d'un automate non déterministe, donc il n'y a pas qu'un seul chemin que je puisse appliquer. Regardons ce que je peux faire. Je pars de 0. Avec le symbole A, je vais en 1. Ensuite, je fais une epsilon transition, une transition spontanée, pour me retrouver en 0. J'ai toujours le droit de faire des transitions spontanées à tout moment dans mon automate. Je me retrouve en 0. En suivant le symbole A, je me retrouve en 1. En suivant à nouveau le symbole A, je me retrouve en 2, j'ai fini mon mot et je suis arrivé sur un état final. Donc AAA appartient au langage de l'automate. Donc dans un automate non déterministe, c'est beaucoup plus difficile de savoir si un mot est ou non dans le langage de l'automate, parce qu'il ne faut pas juste suivre les transitions possibles, mais il faut explorer toutes les manières possibles, toutes les transitions possibles, en fait, tous les chemins possibles avec une suite d'étiquettes. Prenons un autre exemple. Si je prends... alors, prenons AAB. Alors, AAB, voyons ce que je peux faire. Je peux commencer soit en 0, soit en 1. Alors, on va d'abord essayer de commencer en 0. Si je commence en 0, je peux suivre A, j'ai deux manières de suivre A, et j'arrive soit en 1, soit en 3. Supposons que je fasse 0, 3. Je vais enregistrer tous les chemins que j'essaie de faire. Donc je commence de 0, avec A, je vais en 3. Bon voilà, je suis bloqué. 3, il n'y a plus de transition à partir de 3, donc j'ai plus aucun espoir de pouvoir appliquer une transition étiquetée par le symbole suivant, et donc là, je suis bloqué. Bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux commencer en 0 et avec le symbole A, aller en 1. Ensuite, à partir de 1, je peux faire deux choses différentes. Soit je peux faire la transition spontanée qui me ramène en 0. Allons-y, essayons ça. Bon, dans ce cas-là, je fais la transition spontanée qui me ramène en 0. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore un A à traiter. Il faut que je vois ce que je fais avec mon A. Par exemple, mon A, il peut m'amener en 3. Et dans ce cas-là, je suis bloqué. Bon, je suis en 0. Je peux aller avec A en 1. Avec une epsilon transition, je peux aller en 0. Et puis, avec A, je peux aller en 1. Maintenant, il me reste B. J'ai aucune transition à partir de 1 étiquetée par B. Donc tout ce que je peux faire, c'est de suivre la transition spontanée qui me ramène en 0. Et là en 0, je suis bloqué parce que j'ai aucune transition qui est étiquetée par B. Bon. Et j'avais encore une autre possibilité qui était la possibilité de faire
d'aller à partir de 0 en suivant la transition A en 1, à partir de 1 en suivant la transition A d'aller en 2, et à partir de 2 en suivant la transition B d'aller en 3, et 3 n'est pas un état final. Et je peux essayer, il n'existe pas d'autres chemins possibles, c'est les seuls chemins possibles qu'il existe. Et donc du coup, comme il n'existe aucun chemin qui permette de m'amener à un état final à partir d'un état initial en suivant les transitions étiquetées par les symboles du mot et les transitions spontanées, je dis que le mot n'appartient pas au langage de l'automate. Je vais appeler ça l'automate A1, c'est pas l'ambiguïté, A1, A1. Et puis pareil, tout à l'heure quand je parlais de l'automate A0, je crois que j'avais pas mis les sous-ensembles 0, ouais, je vais les mettre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est A0, 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 A0. Bien. Donc, pareil, un automate non déterministe à transition spontanée, ça décrit certains... il accepte certains mots et il n'accepte pas, on dit qu'il rejette certains autres mots. Très bien, mais on voit que les automates non déterministes, c'est assez difficile de savoir quels mots ils acceptent et quels mots ils n'acceptent pas. Il faut qu'on explore tout un tas de possibilités différentes. C'est vraiment, il n'y a pas l'air d'avoir de manière simple de procéder. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand on a un automate déterministe à transition spontanée, on va le ramener à un automate déterministe. Proposition. Pour tout epsilon A, F, N, D, grand A, il existe un A, F, D, grand A', tel que le langage de grand A est égal au langage de grand A'. Donc là, on va voir qu'on va être capable de déterminiser un automate. On appelle ça la déterminisation. Parce qu'on passe d'un automate non déterministe et on le transforme en un automate déterministe. Et pour faire ça, on va montrer qu'il existe en fait un algorithme qui prend en entrée un automate non déterministe à transition spontanée et qui produit en sortie un automate déterministe qui reconnaissent exactement les mêmes mots. Le langage reconnu par le premier automate, c'est exactement le même que le langage reconnu par le deuxième automate. Et on va être un petit peu plus précis. Par ailleurs, A' peut se construire à partir de A en temps, et alors là ça doit être quelque chose comme on va vérifier ça quand on va voir la construction, mais ça doit être quelque chose comme 2 puissance la taille de grand A multiplié par la taille de grand A, quelque chose comme ça, quelque chose qui est exponentiel en la taille de l'automate initial. Donc ça, c'est une assez mauvaise nouvelle d'avoir une manière de déterminer un automate, mais cette manière étant exponentielle, parce qu'évidemment, une exponentielle, ça coûte beaucoup. Mais on verra qu'en pratique, ce ne sera pas forcément tellement un problème. Bon, ben, il faut qu'on montre ça en exhibant la manière dont construire un automate déterministe à partir d'un automate non déterministe à transition spontanée, et en montrant que cette manière a bien cette complexité-là. Donc démonstration. Donc on pose grand A est égal à grand Q, grand T, grand F et grand delta. Bien. Et on définit grand A' comme l'ensemble des états de grand A', ça va être en fait l'ensemble des parties de l'ensemble des états de grand A. Donc pour là où on avait
un état dans grand A, on va avoir un ensemble d'états dans A'. Les états d'A', ce sont des ensembles d'états de A. Et du coup, Q0, qui doit être un état de A', là je vais prendre grand I, qui est en fait exactement un sous-état de... donc il ne va pas y avoir de problème. Alors pour F, où j'ai besoin d'un ensemble d'états de A', je vais mettre F' et je vais expliquer comment on le calcule. Et puis pour la fonction de transition, je vais mettre delta' et je vais expliquer comment on la calcule. Bien. Alors d'abord, je vais commencer par F'. F', ça va être l'ensemble, donc F', ça va être un ensemble d'états de A'. Donc un état de A', c'est un ensemble d'états de Q. Donc F', ça va être un ensemble d'ensemble d'états de Q. Donc ça va être l'ensemble des X qui sont inclus dans Q, tel que il existe un Q appartenant à grand X, tel que soit Q est un état final, soit Q, il existe une suite finie de transition spontanée de Q vers Q' qui est un état final. Donc on dit qu'un état de A' est final si un état de A' c'est un ensemble d'états, si parmi cet ensemble d'états il y en a un qui est final, ou éventuellement il y en a un qui il n'est pas final, mais à partir de cet état on peut suivre un ensemble de transitions spontanées qui conduit à un état final. Bon. Et maintenant il me reste à définir delta'. Donc delta', ça prend en entrée un ensemble d'états de grand A, puisque c'est un état d'A' qui est un ensemble d'états de grand A, et un symbole alpha de l'alphabet. Donc ça c'est un ensemble d'états de grand A et un symbole de l'alphabet. Et ça doit me renvoyer un ensemble d'états de grand A, c'est-à-dire un état de A'. Donc ça va être l'ensemble des états Q appartenant à grand Q, tel que quoi? Eh bien tel que il existe un état Q' appartenant à grand X, tel que Q', on peut avoir des transitions spontanées autant qu'on veut, pour arriver de Q' à Q, et puis un endroit au milieu, il va falloir qu'on ait alpha. Donc on a une séquence d'états qui vont de Q' à Q avec des transitions spontanées autant qu'on veut, et puis à un endroit la transition alpha. Bon, alors le plus simple pour comprendre ce calcul, ce langage, alors je ne vais pas faire la preuve en détail, mais on va la comprendre intuitivement sur des exemples. On peut vérifier que langage de A' égale à langage de A. Et quelle est la complexité de cette construction? Eh bien, essentiellement, elle est exponentielle en la taille de l'automate initiale, parce que ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû construire un ensemble d'états. Un ensemble d'états de l'automate initial. Et donc, si on avait n états dans l'automate initial, on va avoir 2 puissance n états dans l'automate déterministe résultant de la déterminisation. Et donc, c'est exponentiel. Et pour chacun de ces états résultants et pour chacun des symboles de l'alphabet, on fait un calcul qu'on va pouvoir faire en temps linéaire en l'automate initial pour déterminer quelles sont les transitions de cet automate. Alors on va regarder
sur un exemple ce que ça donne. Donc on va prendre toujours notre automate A1 et on va regarder comment le transformer en un automate équivalent, mais qui est cette fois déterministe, équivalent au sens où il reconnaît le même langage. Oups, c'est bon. Alors, je pars dans mon automate A1. Qu'est-ce que je fais pour construire mon automate A'1, si on veut? Eh bien, mon automate A'1, je sais que ces états, ça va être les ensembles d'états de l'automate initial. Donc, ça va être le singleton 0, le singleton 1, le singleton 2, le singleton 3, l'ensemble vide, la paire 0, 1, la paire 1, 2, la paire 2, 3, etc. etc. J'ai 4 états dans mon automate initial. Je vais avoir 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 états dans l'automate final. Alors, il se trouve que tous les états dont je parle ne vont pas forcément être des états utiles dans mon automate. Et donc, plutôt que d'écrire mes 16 états, je vais uniquement représenter les états dont j'ai besoin au fur et à mesure. Bon. Alors déjà, je vais regarder quels sont et en fait, je vais construire mon automate au fur et à mesure, ça va être encore plus simple. Je vais commencer par écrire quel est mon état initial dans mon automate final. Alors, mon état initial, on a dit que c'est 0, 1, parce que ça correspond à l'ensemble des états initiaux de l'automate de départ. Mon état initial, c'est 0, 1. Bien. Donc ça, c'est un état qui est l'état initial de mon automate déterministe. Maintenant, il faut que je regarde, est-ce que 0, 1 est... Alors, les états finaux, est-ce que les états sont finaux? Je verrai ça après. Je prendrai tous mes états et je regarderai est-ce qu'ils sont finaux ou pas. Maintenant, je vais regarder les transitions. Donc 0, 1, il faut que je vois les transitions étiquetées par A et les transitions étiquetées par B. Bon. Alors, je suis dans l'état 0, 1, c'est-à-dire que dans l'automate initial, je suis dans l'état 1 ou dans l'état 0. Et, dans ces états-là, je regarde le symbole A. Le symbole A, si je suis en 0, avec le symbole A, je peux arriver en 1. Si je suis en 0 avec le symbole A, je peux arriver en 3. Si je suis en 1 avec le symbole A, je peux aller en 2. Je peux aussi suivre la transition spontanée et aller en 3 ou en 1. Donc en fait, tous les états que je peux atteindre avec le symbole A en étant soit en 0, soit en 1, ça va être 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire tous les états en fait. Quand je lis un A, je peux voir tous les états. Donc encore une fois, pourquoi? Eh bien, non, il n'y a peut-être pas 0. Je me suis trompé, c'est 1, 2, 3 et pas 0. Je vais reprendre le calcul. Alors, quand je suis en 0, en lisant un A, je peux aller en 1 ou je peux aller en 3. Oui, mais en lisant un 1 et en faisant une transition spontanée, je peux retourner en 0. Donc il y a effectivement 0. Donc, quels sont tous les états qui sont accessibles à partir de 0 ou de 1 par des séquences de transition spontanée et de un seul A? Bah, c'est tous les états. Je peux aller en 1 à partir de 0 avec un A, je peux aller en 0 à partir de 0 avec un A puis une transition spontanée, je peux aller en 2 à partir de 1 avec un A, je peux aller en 3 à partir de 0 avec un A. Donc j'ai tous les états. Bien. Maintenant, si j'ai un B à partir de 0, 1, dans quel état est-ce que je vais? Eh bien, à partir de 0, je n'ai pas de transition étiquetée par B, donc en fait je vais dans l'état ensemble vide. L'ensemble des états vers lesquels je peux aller, il n'y en a aucun. C'est l'état ensemble vide. L'état ensemble vide, il va avoir un rôle qui est un peu particulier. On appelle ça un état puits. Parce qu'à partir de l'ensemble vide, si je vois une transition A ou une transition B, bah, je reste dans l'ensemble vide. Parce qu'il n'y a aucun état à l'intérieur de l'ensemble vide. Donc si je regarde ce qui se passe dans l'automate initial, je ne pourrai jamais repasser dans un autre état. Donc on appelle ça un puits. Une fois qu'on tombe dans le puits, on reste dans le puits. Bon, maintenant je vais regarder mon état 0, 1, 2, 3. Mon état 0, 1, 2, 3, donc je suis dans n'importe quel
des états de mon automate initial, qu'est-ce qui se passe si j'ai un A ou si j'ai un B? Bon, bah, si j'ai un A, c'est assez clair que je vais rester en 0, 1, 2, 3. Puisqu'on a vu que quand je suis dans l'état 0 ou 1, en lisant un A, je reste en 0, 1, 2, 3. Je peux aller en 0, 1, 2, 3, donc a fortiori, si je suis dans l'un des états 0, 1, 2 ou 3, en lisant un A, je peux aller dans n'importe quel des états 0, 1, 2 ou 3. Maintenant, regardons ce qui se passe si je lis un B. Quand je suis en 0, je ne peux pas lire un B. Quand je suis en 1, je peux aller en 0 éventuellement avec transition spontanée, mais ça ne m'aide pas, je ne peux pas lire un B. Quand je suis en 2, je peux lire un B. Quand je suis en 2, je peux lire un B et j'arrive en 3. Quand je suis en 3, je ne peux pas lire un B. Donc en fait, le seul état auquel je peux arriver à partir de l'un des états 0, 1, 2, 3, en lisant le symbole B, c'est le singleton état 3. Bien. Maintenant, je suis en 3. Si je lis un A, je n'ai pas de transition à partir de 3, donc je suis bloqué en 3. Si je lis un A ou si je lis un B, je passe dans l'état puis dans l'état ensemble vide. Bien. Et donc maintenant, il me reste à définir quels sont les états qui sont des états finals. Alors, 1 est final, donc dans mon automate déterminisé, 0, 1 est final. Et 1 ou 2 sont finales, donc dans mon automate déterminisé, 0, 1, 2, 3 sont finales. 3 n'est pas final. Et il n'y a pas de transition spontanée vers un état final, et l'ensemble vide, évidemment, n'est pas un état final non plus. Donc ça, c'est un automate déterministe qui équivaut à 1,1. Alors on voit que c'est intéressant parce que là, je n'ai eu besoin, dans mon automate déterminisé, que de 4 états, alors qu'a priori, j'avais 16 états. En fait, ce qui se passe, c'est que les 12 autres états, ce sont des états qu'on appelle non accessibles. Il n'y a aucune manière d'arriver à ces états à partir de l'état initial. Et donc, comme il n'y a aucune manière d'arriver à ces états à partir de l'état initial, on n'a pas besoin de se poser de questions. Alors, je vais reprendre les exemples qu'on avait pris tout à l'heure sur A1, de mots acceptés, pas acceptés, et on va voir ce que ça donne sur A0, sur A'1, pardon, pour vérifier que, bah oui, c'est le même langage. Donc, allons-y, excusez-moi, allons-y, je reprends ces 3 exemples-là. Alors, epsilon, j'avais dit que c'était dans le langage de A1. C'est-à-dire que si je prends le mot vide, donc je pars de l'état initial, là je regardais ce qui se passe dans A'1 maintenant, et effectivement le mot vide, comme l'état initial est un état final, le mot vide est bien de langage de l'automate A'1, donc c'est bien le cas. Si je regarde le mot AAA, eh bien je suis dans l'état initial, je fais un A, j'arrive dans 0, 1, 2, 3, je fais un A, j'arrive dans 0, 1, 2, 3, je fais un A, j'arrive dans 0, 1, 2, 3, j'ai terminé, 0, 1, 2, 3 est final, donc effectivement, 0, 1, 2, 3 est bien un état, un mot accepté par l'automate. AAB, maintenant, je suis dans l'état initial, je lis un A, je vais en 0, 1, 2, 3, je suis dans 0, 1, 2, 3, je lis un A, je reste en 0, 1, 2, 3, je lis un B, je vais dans l'état 3, et l'état 3 n'est pas final, donc effectivement, AAB est bien un mot qui n'est pas accepté par le langage de l'automate initial. Et alors en fait, en regardant ça, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus clair sur l'automate déterminisé que sur l'automate initial. C'est beaucoup plus clair que cet automate, en fait, c'est un automate tout bête, il accepte les mots qui contiennent uniquement des A, et il rejette tous les mots qui contiennent au moins un B. C'est très simple à voir, puisque si vous prenez n'importe quel mot qui ne contient que des A, eh bien, on part de l'état initial, soit c'est un mot vide, et dans ce cas-là, on reste dans l'état initial, soit c'est pas un mot vide, et dans ce cas-là, on passe dans l'état 0, 1, 2, 3, mais tant qu'il n'y a que des A, on reste en 0, 1, 2, 3, qui est un état final, et donc on acceptera le mot. Par contre, dès que vous avez un B, à un moment donné, vous allez devoir suivre la transition qui vous emmène soit vers l'état puis ensemble vide, soit vers l'état singleton 3, et ces deux états-là, à partir du moment où on est tombé dans ces états, on ne pourra jamais revenir sur l'un des états finaux.
Donc en fait, l'automate A1, là, il avait l'air très compliqué, mais c'est un automate qui reconnaît les mots qui n'ont que des A et qui rejette les mots qui ont au moins un B. L'automate A'1, c'est un peu plus clair que c'est ce qu'il fait, et en fait, on peut voir ça comme... on peut encore simplifier l'automate. A'1 est en fait équivalent. Donc on dit que deux automates sont équivalents s'ils reconnaissent le même langage. Un automate beaucoup plus simple, qui est un automate à deux états. Qui est celui-ci. Si vous regardez cet automate, dès que vous n'avez que des A, eh bien on reste sur le premier état et donc on est acceptant puisque cet état-là est final. Par contre, à partir du moment où vous avez un B, à un moment donné on suivra la transition de gauche vers la droite, on tombera dans cet état qui est un état puis, donc duquel on ne peut pas sortir, qui n'est pas final, et donc on aura le mot n'est pas accepté. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait là on l'a vu, parce que ça s'est vu ce que faisait cet automate. En pratique, on n'a pas besoin de... donc là on peut écrire en fait langage de A'1. C'est la même chose que le langage de A1, puisque on a construit A'1 comme ça. Et en fait, c'est l'ensemble des mots de la forme A puissance n pour n supérieur ou égal à 0. C'est l'ensemble des mots qui sont formés que de A. Là on l'a vu, mais il y a en fait une manière, alors qu'on ne va pas présenter parce qu'elle est un peu compliquée, mais une manière générique qui permet de passer de cet automate déterministe à un automate déterministe qu'on appelle minimal, qui est le plus petit automate déterministe qui reconnaît le même ensemble de mots, qui reconnaît le même langage. Voilà, donc on a vu que la déterminisation, le passage d'un automate non déterministe à un automate déterministe, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut, dans le pire des cas, ici ça n'a pas été très gênant, ça n'a pas été très gros le résultat de la déterminisation, mais dans le pire des cas, si on applique l'algorithme tel qu'il est, on obtiendra un automate qui est exponentiellement plus grand que l'automate initial. Mais c'est un automate déterministe sur lequel il est beaucoup plus facile avec lequel il est beaucoup plus facile de travailler. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les automates? Donc les automates décrivent des ensembles de mots, décrivent des langages, mais ça reste quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à décrire. On n'a pas forcément envie de donner, quand on a un ensemble de mots qui nous intéressent, de le donner sous la forme d'un automate. On aimerait pouvoir le donner sous une forme plus lisible par un être humain. C'est à ça que vont servir les expressions rationnelles. Maintenant, on va parler d'expression rationnelle. Alors, c'est quoi une expression rationnelle? Une expression rationnelle, alors le mot en anglais de l'expression rationnelle, c'est regular expression. Donc on a envie de traduire par expression régulière, mais le terme approprié, le terme qui a été utilisé dans la littérature scientifique en français, c'est bien expression rationnelle. Donc c'est regular expression en anglais et qui est souvent abrégé en quelque chose comme regex ou regexp, regular expression. Une expression rationnelle, c'est une expression formelle définie. Une expression formelle, ça veut dire que c'est quelque chose de syntaxique. C'est comme une formule booléenne. On avait vu les formules booléennes quand on avait parlé du problème de satisfiabilité, qui est une expression formelle, définie sur un alphabet sigma, de manière inductive. De manière inductive, c'est-à-dire qu'on va définir de bas en haut, inductivement, récursivement, quelles sont les expressions rationnelles valides. Alors, premièrement, le symbole ensemble vide est une expression rationnelle. C'est juste un symbole, mais on le considère comme un symbole d'une expression rationnelle. Ensuite, le symbole epsilon est aussi une expression rationnelle. Bon. Ensuite, si alpha est un symbole de l'alphabet sigma, alors alpha
est une expression rationnelle. Bien. Ensuite, si E1 et E2 sont des expressions rationnelles, on peut construire une expression rationnelle plus grosse en écrivant E1, parenthèse, donc entre parenthèses, E1, barre verticale, E2. Même chose, si E1 et E2 sont des expressions rationnelles, donc même chose, on peut écrire E1 concaténé à E2, et on met juste E1 et E2 côte à côte, entre parenthèses, c'est une expression rationnelle. Et puis enfin, si E est une expression rationnelle, alors E étoile, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, est aussi une expression rationnelle. Donc grosso modo, les expressions rationnelles, c'est les expressions qui sont formées à partir des symboles de base ensemble vide, epsilon, les symboles de l'alphabet, et qui sont formées avec les opérateurs binaires barre verticale, qu'on lit ou union. Donc ça, je peux l'écrire. On dit ça ou, union. Le symbole, pas de symbole, la concaténation. Et donc ça, tout ça, ces deux opérateurs sont des opérateurs binaires. Et puis un opérateur unaire qui est l'opérateur étoile. Et alors pour être précis, on parle d'étoile de Klein, du nom du mathématicien qui a introduit cet opérateur. Ok, donc ça nous donne syntaxiquement une définition d'une expression rationnelle. Bon, très bien. Donc on peut se donner des exemples d'expressions rationnelles. Bah, les exemples, bon, alors je prends toujours sigma égale à b, je ne vais pas changer. On a l'ensemble vide, on a epsilon, on a A, on a B, mais on a des choses comme A ou B, on a des choses comme AB, on a des choses comme A ou B concaténé avec B, concaténé avec A. Alors on voit que les parenthèses deviennent rapidement pénibles. On omet souvent les parenthèses quand il n'y a pas d'ambiguïté. Et en pratique, en fait, il va rarement y avoir des ambiguïtés. En particulier, l'opérateur de concaténation, on va voir qu'il se décrit par une opération qui est associative. L'opérateur d'union, ça va être aussi une opération qui est associative. Donc on pourra écrire ceci, on va l'écrire simplement A ou B, BA. Et ça ne posera pas de problème d'interprétation, il n'y aura aucun problème d'interprétation. Et puis on peut écrire des choses avec l'étoile de Klein. Donc je peux écrire des choses comme AB étoile par exemple. Et puis, je sais pas moi, AB étoile ou A. Tout ça, c'est des expressions rationnelles qui sont des expressions rationnelles valides. Maintenant, il faut que je donne une définition une définition sémantique aux expressions rationnelles. Et pour ça, en fait, une expression rationnelle, ça va dénoter un langage. Définition. Une expression rationnelle sur sigma, que je vais appeler E, dénote un langage sur sigma. Je vous rappelle qu'un langage, c'est un ensemble de mots. Un ensemble de mots sur sigma. Donc une expression rationnelle E sur sigma notée, donc je vais l'appeler grand L de E, langage dénoté par une expression rationnelle, et définie inductivement. Je vais le définir en disant quel est le langage dénoté par les expressions rationnelles dans tous les cas syntaxiques que j'ai introduits. Bon, je commence par le langage dénoté par l'expression rationnelle ensemble vide. Alors sans surprise, le langage dénoté par l'expression rationnelle ensemble vide, c'est le langage vide. Le langage dénoté par l'expression rationnelle epsilon, ça va être le langage formé d'un seul mot
qui est le mot vide. Donc c'est le langage formé du singleton mot vide. Le langage formé par un symbole alpha de l'alphabet, ça va être le langage formé du singleton qui est formé juste de ce mot vide, où alpha appartient à sigma. Maintenant, le langage de l'expression rationnelle E1 ou E2. Eh bien, ça va être le langage de l'expression rationnelle E1 union le langage de l'expression rationnelle E2. Voilà. Le langage de la concaténation E1, E2. Eh bien, ça va être le langage concaténé. Alors, ça veut dire quoi? Ça va être l'ensemble des mots U de sigma étoile, tel que U est égal à V suivi de W. U est la séquence des symboles de V puis la séquence de symboles de V, où V appartient au langage de E1 et W appartient au langage de E2. Donc c'est la concaténation d'un mot du langage de E1 et d'un mot du langage de E2. Et maintenant, si je prends le dernier cas, qui est le langage de l'étoile, c'est quoi? Alors ça va être l'ensemble des mots qui sont de la forme U1, U2, UN. Donc c'est la concaténation de N mots de U, avec N qui est un entier arbitraire, éventuellement nul, et UI qui est un mot du langage de E. Alors, donc exemple, si je prends mes quelques exemples que j'avais ici, oups, pardon, je fais des bêtises. Ah, je crois que j'ai fait des bêtises. Je vais devoir effacer les choses. Alors, désolé, il y a des choses qui sont... Alors je vais juste remettre des exemples, alors pas forcément les mêmes que j'avais avant. Donc on peut avoir comme exemple AB, on peut avoir comme exemple A ou B, AB, et donc ça avec les parenthèses ça donnerait A ou B, A, B, bon. Et puis on peut avoir comme exemple AB étoile ou A par exemple. Bon. Donc je reprends, et cette fois-ci je vais essayer de ne pas tout casser. Je reprends ceci. Et on va voir pour ces exemples-là quel est le langage dénoté par l'expression rationnelle. Alors le langage dénoté par A ou B, c'est quoi?
eh bien, le langage est noté par le symbole A, c'est juste le singleton A. Le langage noté par le symbole B, c'est juste le singleton B. Donc l'union des deux, c'est l'ensemble des deux mots, un mot formé du mot A et l'autre mot formé du mot B. Le langage dénoté par AB, c'est la concaténation du langage du singleton A et du langage du singleton B. C'est le langage formé du mot AB. Le langage de A ou B à B, c'est le langage de tout ça. Et donc ça donne quoi? Ça donne, eh bien, j'ai le mot AAB et j'ai le mot BAB. J'ai la concaténation du langage AB et du langage, enfin en fait des deux langages qui sont au-dessus, hein, le langage AB et le langage AB. Et donc la concaténation de deux langages, c'est je regarde tous les mots que je peux former en prenant un mot du premier et un mot du deuxième. Donc ça me donne AAB et ça me donne BAB. Et enfin, le langage AB étoile ou A. Alors, j'ai commencé par faire l'union. J'ai un A ou quelque chose. Et AB étoile, c'est quoi comme langage? Eh bien, il contient epsilon, puisque quand la division de l'étoile, je peux répéter un nombre arbitraire de fois, y compris 0, un mot du langage initial. Ou alors, j'ai AB, je répète une seule fois. Ou alors, je répète deux fois. Et comme je n'ai qu'un mot dans mon langage initial, je n'ai pas le choix de ce que je répète, donc c'est ABAB. Ou alors je répète trois fois, ABAB, ABAB. Je répète quatre fois, ABAB, 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 voilà, etc. En fait, on a tous les mots qui sont des concaténations de AB répétées, un nombre arbitraire de fois. Alors l'avantage des expressions rationnelles, c'est qu'elles permettent de d'écrire certains types de langage de manière assez agréable. Par exemple, le langage dont j'ai parlé tout à l'heure, le langage des mots qui ne contiennent que des A, je peux le décrire par l'expression rationnelle, donc langage des mots avec uniquement des A. Je peux le décrire par l'expression rationnelle A étoile. A étoile, c'est une expression rationnelle qui décrit et qui dénote exactement le langage des mots qui ne comportent que des A. Mais je peux aussi faire des choses un peu plus élaborées. Je peux décrire, je ne sais pas moi, l'ensemble des mots qui se terminent par deux A. Bah, ça, c'est A ou B, étoile AA. Langage des mots. Se terminant par deux A. C'est A ou B étoile, A. On a n'importe quoi, n'importe quel mot suivi de deux A. Etc., etc. Les expressions rationnelles sont vraiment agréables parce qu'elles permettent de décrire de manière assez concise un certain nombre de langages. Et donc on les utilise très régulièrement pour, quand on a du texte, extraire des motifs dans du texte. Et donc les expressions rationnelles en particulier sont disponibles dans la plupart des langages de programmation, y compris Python, pour décrire des motifs que l'on veut chercher ou extraire à partir d'un texte. Alors, je vais parler rapidement d'extensions syntaxiques, qui sont des choses qui ne sont pas dans la définition de base des expressions rationnelles, mais qu'on va retrouver très régulièrement dans les langages qui utilisent les expressions rationnelles, donc par exemple en Python, de manière à pouvoir exprimer certaines choses plus simplement, plus agréablement. Alors, dans Python, ou dans la plupart des langages qui apprennent des expressions rationnelles, on peut utiliser certains raccourcis. Par exemple, point, le caractère point, en fait c'est un raccourci pour l'expression, par définition, pour l'expression A1 ou AN, ou A1 ou AN, c'est tout l'alphabet. Donc point, communément dans l'expression rationnelle, ça veut dire n'importe quel caractère de l'alphabet.
Alors, un petit aparté, c'est quoi l'alphabet quand on est en train d'utiliser des expressions rationnelles en Python? En général, l'alphabet, dans un langage de programmation, ça va être n'importe quel caractère. Ça va être l'ensemble de tous les caractères possibles. Par exemple, l'ensemble de tous les caractères Unicode. De manière plus générale, l'ensemble des caractères avec lesquels on a le droit qu'on a le droit de mettre dans une chaîne de caractères dans le langage. Donc en fait, un point, c'est vraiment un raccourci utile, parce qu'on n'a pas juste 2 caractères dans l'alphabet, mais on en a des tonnes et des tonnes. On peut avoir plusieurs, je sais pas moi, centaines de milliers de caractères possibles. Donc point, c'est un raccourci évidemment très utile comparé à lister tous ces caractères les uns après les autres. Un autre raccourci courant en Python, c'est quelque chose comme entre crochets. Si je mets A1, A2, A3, par définition, c'est A1 ou A2 ou A3. Donc c'est pareil, A1, A2, A3 sont des caractères de sigma. Donc là, dans le cas où on dit je veux ce caractère-là ou ce caractère-là ou ce caractère-là, plutôt que de les mettre entre parenthèses avec des barres verticales, on peut les mettre entre des crochets. Bon. À l'inverse, je peux écrire quelque chose comme crochet accent circonflexe, le caractère chevron A1, A2, ça veut dire c'est A3, AN, ou sigma, c'est A1, A2, A3, AN. C'est-à-dire qu'en fait, c'est n'importe quel caractère qui n'est pas A1 ou A2. Et puis on a des choses comme... alors on va passer, on a aussi des raccourcis comme plus. Donc si j'écris une expression rationnelle plus, c'est un raccourci pour la même chose suivi de la même chose étoile. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est la même chose que l'étoile, sauf qu'on interdit de prendre n égale 0. C'est-à-dire qu'on interdit d'avoir aucune répétition, d'avoir le mot vide. Il faut qu'il y ait au moins une répétition de ce que j'ai représenté par cette ligne bizarre là. On a aussi le caractère point d'interrogation comme raccourci syntaxique. Ça, c'est un raccourci syntaxique pour la même chose ou epsilon. Voilà, donc ça c'est les raccourcis syntaxiques principaux, et du coup comme le point d'interrogation, le plus, le crochet, le point sont des caractères spéciaux, eh bien on préfixe dans l'expression rationnelle les caractères spéciaux quand on veut vraiment les utiliser, quand je veux parler d'un point littéraux, par un backslash. Voilà. Bon, donc ça c'est un petit aparté, c'est que quand on utilisera en pratique des expressions rationnelles, eh bien on a un ensemble d'opérateurs qui va au-delà des opérateurs de base que j'ai introduits pour les expressions rationnelles. Cela dit, ce qu'on est capable de faire avec les expressions rationnelles, à une exception près dont je vais pas parler, c'est exactement ce qu'on est capable de faire avec les expressions rationnelles de base, avec juste les opérateurs de concaténation, d'union et d'étoile. Bien, alors, je vous ai parlé d'automate, je vous ai parlé d'expression rationnelle, je vous ai dit qu'un automate déterministe ou non définissait un langage, qu'une expression rationnelle définissait un langage. Bon, maintenant, il nous reste à faire le lien entre les deux, de voir qu'il y a effectivement un lien, et qu'à partir d'une expression rationnelle, on peut construire un automate qui reconnaît le même langage. Et ça va être très utile parce que les expressions rationnelles, elles sont pratiques pour les êtres humains, ça va être pratique d'écrire des expressions rationnelles qui décrivent certains motifs. Les automates, et en particulier les automates déterministes, ils sont pratiques pour les machines parce qu'on a vu qu'on avait une complexité très basse pour reconnaître si un mot est dans le langage accepté par un automate. Eh bien, allons-y, proposition ou théorème, ou ce que vous voulez. Pour toute expression rationnelle que je vais appeler E, il existe un automate non déterministe à transition spontanée, A, tel que le langage de E est égal au langage de A. De plus,
cet automate peut être calculé en temps linéaire en l'expression rationnelle. Et on peut même être un tout petit peu plus précis, et l'automate par ailleurs a exactement 2 fois plus d'états qu'il n'y a de symboles sauf les parenthèses, symboles hors parenthèses, dans l'expression rationnelle. L'automate a exactement 2 fois plus d'états qu'il n'y a de symboles dans l'expression rationnelle. Donc on va être capable, à partir d'une expression rationnelle arbitraire, de trouver un automate à transition spontanée tel que l'automate reconnaît le même langage que le langage décrit par l'expression rationnelle. Eh bien, allons-y, on va montrer ça. Alors, la construction que j'utilise, c'est une construction qu'on appelle la construction de Thomson, du nom de Kenneth Thomson, qui est un informaticien qui l'a introduit et qui a beaucoup travaillé sur les... construction de Thomson, et qui a beaucoup travaillé sur les expressions rationnelles, à la fois en théorie et en pratique. Et donc la construction de Thomson, c'est pas forcément la construction la plus raffinée, la plus aboutie, mais elle a cette propriété intéressante que on obtient un automate avec 2 fois plus d'états qu'il n'y a de symboles hors parenthèse dans l'expression initiale. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon expression rationnelle, tous les types d'expressions rationnelles différentes, et je vais dire comment ça se traduit en un automate. Et donc mon automate, à chaque fois, ça va être un automate qui a un état initial, un état final. Il pourrait en avoir plus, parce que c'est un automate non déterministe, donc il pourrait avoir plus d'un état initial et plus d'un état final, mais là je vais prendre un automate qui a uniquement un état initial et un état final, et qui a 2 fois plus de symboles qu'il n'y a de 2 fois plus d'états qu'il n'y a de symboles dans l'expression rationnelle. Donc je commence par l'expression rationnelle ensemble vide. Eh bien il me faut un automate à 2 états, un état initial et un état final, qui reconnaît l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît aucun mot. Voilà, j'ai fini. J'ai un automate qui ne reconnaît aucun mot. C'est un automate dans lequel il n'y a aucune transition entre l'état initial et l'état final. Maintenant, si mon expression rationnelle, c'est l'expression rationnelle symbole mot vide, il me faut un automate qui reconnaisse uniquement le mot vide et c'est tout. C'est très simple, je vais juste avoir une transition entre mon état initial et mon état final étiqueté par l'ensemble vide. Voilà. Maintenant, si mon expression rationnelle c'est un A, avec A qui est un symbole de l'alphabet, eh bien il me faut un automate avec un état initial, un état final, qui reconnaît uniquement le singleton, le mot formé juste de ce symbole de l'alphabet. Très simple, j'ai juste une transition entre l'état initial et l'état final, étiqueté par ce symbole. Donc les 3 cas de base sont vraiment des automates tout bêtes, et ils ont tous 2 états, alors qu'il n'y avait qu'un seul symbole dans l'expression initiale. Bien. Ensuite j'ai la disjonction. Donc je prends un automate pour la disjonction de 2 expressions rationnelles. Eh bien, je vais construire un premier automate pour la première expression rationnelle. Je vais l'appeler A1. Et donc cet automate, pareil, il va toujours avoir un état initial, un état final et 2 fois plus de symboles qu'il n'y en a dans E1. 2 fois plus d'états qu'il n'y a de symboles dans E1. Je vais avoir un automate A2 avec un état initial, un état final et qui va reconnaître le langage écrit par E2. Et maintenant, je vais avoir un automate avec un état initial, un état final que je vais introduire nouveau qui reconnaît le langage qui est l'union des 2 langages en fait. Comment je vais faire? C'est très simple. Je vais avoir des transitions spontanées avec des epsilon, donc des transitions spontanées ici, 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 de sorte que
En fait, le langage reconnu par mon automate global, ça va être l'union des langages reconnus par les deux automates. Ensuite, si je prends la concaténation, alors là, j'ai mes deux automates qui reconnaissent A1 et A2 avec leur état initial, leur état final. J'ai pas le droit d'introduire de nouveaux symboles parce que je veux que le nombre j'ai pas introduit de symbole pour la concaténation, donc je veux que le nombre de symboles total soit le même. Bah, très bien, très simplement, je vais juste mettre une transition spontanée de l'état final du premier automate vers l'état initial du deuxième automate. Et puis il me reste l'étoile de Klein. Donc là, j'ai un automate grand A qui décrit le langage reconnu par grand A. J'introduis de nouveaux symboles, de nouveaux états, pardon. J'ai le droit puisque j'ai un nouveau symbole. Je vais mettre des transitions spontanées de mon nouvel état initial vers l'ancien état initial, de mon ancien état final vers le nouvel état final. Et puis, je vais aussi, pardon, j'ai un problème avec mon... Voilà, et je vais aussi ajouter des transitions spontanées. Alors, je vais ajouter une transition spontanée comme ceci. Et puis, une transition spontanée, par exemple, comme ceci. Ces deux transitions spontanées, là, celle du haut va me permettre de ne jamais passer par l'automate initial et donc de reconnaître le mot vide. Celle du bas va me permettre, une fois que je suis passé par l'automate A, et donc que j'ai reconnu un mot du langage de l'expression rationnelle E, va me permettre de revenir au début de A, et donc de reconnaître une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, un nombre arbitraire de fois un mot du langage. Et donc cette construction, maintenant j'ai terminé. Cette construction me permet de construire à partir de n'importe quelle expression rationnelle un automate non déterministe à epsilon transition qui reconnaît le même langage. Alors je vais prendre l'exemple, un exemple d'expression rationnelle. Qu'est-ce que j'avais comme exemple avant? J'avais par exemple AB étoile ou A, très bien. Et on va construire comme ça l'automate non déterministe à transition spontanée équivalent. Donc, exemple, je parle de AB étoile ou A, et je veux obtenir un automate non déterministe à transition spontanée. Bon, bah, j'y vais. Alors, je construis l'automate, je vais commencer par construire l'automate AB étoile. Donc, pour ça, j'ai besoin de construire l'automate AB. Pour ça, c'est très simple. L'automate AB, donc j'ai un automate comme ça. J'ai un automate comme ça, qui est l'automate qui reconnaît A, qui reconnaît B, et je relie les deux avec une transition spontanée. J'ai l'automate d'étoile, donc qui va introduire un nouvel état initial, une transition spontanée ici, un nouvel état final, une transition spontanée ici. Il va introduire une boucle comme ceci et une boucle comme ceci. Donc ça, c'est l'automate qui reconnaît le langage dénoté par l'expression rationnelle AB étoile. Et puis ensuite, OUA, donc je vais mettre l'automate A ici. Et je vais ajouter un état final unique. Un état initial unique. Et des transitions spontanées ici, ici et ici. Voilà, donc maintenant j'ai, à partir de mon expression rationnelle, obtenu un automate non déterministe à transition spontanée qui reconnaît le même langage. À partir de cet automate non déterministe à transition spontanée, je pourrais facilement obtenir un automate
déterministe en appliquant la procédure de déterminisation. Je ne vais pas le faire parce que ce serait un petit peu pénible, mais on peut tout à fait le faire. On voit qu'il y a pas mal de simplifications qui sont possibles au niveau de la méthode de Thomson. Il y a des états que j'aurais pu fusionner, etc. La méthode de Thomson est ce qu'elle est. Elle garantit qu'on a exactement comme nombre d'états 2 fois le nombre de symboles. Mais donc du coup, ça veut dire que parfois les automates qui en résultent sont des automates qui ne sont pas les plus simples possibles qui acceptent ce langage-là. Mais c'est OK. Donc, en résumé, je voudrais qu'on voit un petit peu ce qu'on a fait en fait. On a vu que à partir d'une expression rationnelle, je pouvais construire un automate fini non déterministe avec transition spontanée en un temps qui est linéaire en la taille de l'expression rationnelle. À partir d'un automate non déterministe à transition spontanée A, j'ai vu qu'en un temps qui est 2 puissance la taille de A multiplié par la taille de A, construire un automate qui est déterministe cette fois-ci et qui reconnaît le même langage. Je vais appeler A' par exemple. Par ailleurs, on a vu que, étant donné un automate déterministe et un mot U, je peux déterminer si U est accepté ou non, et que cette opération-là se fait en grand O de U. Donc ça va être la base de pas mal d'approches pour des algorithmes efficaces pour du traitement de texte. Si on a un motif décrit par une expression rationnelle, on peut transformer ce motif en un temps raisonnable en un automate non déterministe à transition spontanée, qu'on va pouvoir déterminiser. Ça coûte du temps parce que c'est exponentiel en le nombre d'états de l'automate initial. Cela dit, en général, les expressions rationnelles qu'on manipule vont être assez petites, donc les automates qu'on obtient vont être assez petits, et donc une exponentielle de quelque chose qui est assez petit, ça peut rester raisonnable. Mais une fois que j'ai construit mon automate AFD A', je peux, en un temps qui ne dépend pas du nombre d'états de l'automate, en un temps qui est uniquement linéaire en la taille d'un mot, déterminer si un mot est accepté. Donc ça, c'est une stratégie pour déterminer si un mot est accepté un mot fait partie du langage dénoté par une expression rationnelle. C'est de d'abord compiler cette expression rationnelle en un automate et ensuite voir ce que ça donne. Donc ça, c'est une des choses qu'on va faire dans la partie TP, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on fait toute cette chaîne de traitement et qu'est-ce que ça nous donne comme performance par rapport au traitement natif que le langage de programmation fait des expressions rationnelles. En général, c'est un peu une surprise, mais en général, les langages de programmation sont en fait assez mauvais pour traiter des expressions rationnelles. Il est rare qu'ils passent par une compilation vers un automate, alors qu'on voit que la compilation par un automate permet de garantir une faible complexité pour déterminer si un mot est dans le langage. Alors juste avant de conclure, une remarque sur des choses qu'on ne verra pas mais qui existent et donc qui sont importants, c'est que, alors d'une part, on avait indiqué avant que on avait une procédure de minimisation qui permettait d'avoir un automate final déterministe minimal, donc un automate aussi petit que possible, ce qui peut être utile par exemple pour minimiser la taille occupée en mémoire par un automate. Donc ça, c'est une procédure de minimisation, elle se fait en temps polynomial, je peux en parler, mais c'est un truc qui existe, on a une notion d'automate minimal. Un autre truc qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir d'un automate, peu importe son type, il existe une procédure qui permet, qui s'appelle l'élimination des états, d'obtenir une expression rationnelle qui décrit le même langage. Donc là, ça peut aussi être utile parfois. On peut utiliser un automate pour... on obtient un automate et ensuite on peut obtenir une expression rationnelle qui nous permet de faire certaines choses sur l'expression rationnelle. Un autre point qui peut être intéressant, c'est que à partir d'un automate,
on peut obtenir des autres automates qui calculent des choses qui sont plus compliquées. Par exemple, intersection de deux langages. À partir d'un automate, c'est assez facile de trouver un autre automate qui calcule l'intersection ou le complément d'intersection de langage, ou le complément d'un langage, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui ne sont pas reconnus. Alors un automate, c'est pour l'ensemble des mots qui ne sont pas reconnus. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement au niveau des automates, qui sont beaucoup plus difficiles à faire au niveau des expressions rationnelles. Donc si vous me donnez une expression rationnelle et que vous me dites, en fait, j'ai cette expression rationnelle, mais c'est pas celle-là que je veux une expression rationnelle qui décrit le langage complémentaire, le langage de tous les mots qui ne sont pas décrits par l'expression rationnelle initiale. Une stratégie, c'est d'abord de transformer cette expression rationnelle en un automate, d'appliquer des algorithmes sur les automates pour calculer le complémentaire, et ensuite de revenir à une expression rationnelle avec la méthode d'élimination des états. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne va pas voir, mais qui font partie du domaine général des bases de la théorie des automates, la théorie des automates étant elle-même un sous-domaine et les bases de la théorie des langages, ou le domaine des langages formels. Et donc il y a plein de choses à la fois très utiles en pratique et avec de jolis résultats théoriques qui sont issus de ce domaine de recherche. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra comment appliquer tout ça en pratique et comment est-ce qu'on va pouvoir faire des algorithmes efficaces pour du traitement de données textuelles. Et n'oubliez pas le mini-quiz de cette semaine qui sera utilisé pour le relevé des présences. Voilà, bonne semaine.